Denis Nour, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Vous avez sorti un communiqué ce samedi pour alerter face aux conditions de vie des détenus et des décès en milieu carcéral. Pouvez-vous y revenir? Oui, nous avons alerté et c'est notre rôle en tant qu'acteur des droits humains. Je rappelle que notre mission, c'est de défendre et de promouvoir les droits humains. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des violations, nous nous mettons debout pour rappeler que cette mission incombe à l'État. C'est à l'État de veiller à ce que les droits des personnes, des citoyens, soient respectés tels que stipulés dans le préambule de notre Constitution. Et donc, on a constaté que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de décès dans les milieux carcérales. Et on se pose la question à savoir pourquoi il n'y a pas d'enquêtes qui sont diligentées pour éclaircir les citoyens sur cette situation-là, mais pour éclaircir surtout les familles qui sont éplorées et qui ont perdu un des leurs. Je rappelle que c'est à l'espace de 2 mois que nous avons enregistré 4 décès. Et ce que nous trouvons quand même assez beaucoup. D'ailleurs, pour le dernier, donc après Saint-Louis, Mbacké, Tamba, pour Tamba, on était vraiment en consternation. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est un vieux qui a 80 ans. Je pense qu'un vieux de 80 ans ne peut pas fuir le pays parce qu'il a été interpellé. Je pense qu'il ne méritait pas d'être gardé, voilà, en prison ou en attendant son sort. Je pense qu'il pouvait avoir une résidence surveillée ou à la limite, en tout cas un bracelet électronique, mais pas quand même à son âge de retenir. Et voilà ce qui s'est passé. Donc nous appelons vraiment les autorités à diligenter des enquêtes sur ces morts-là, pour rappeler que le Sénégal a signé la Convention contre la torture. Et donc, il est inadmissible qu'on puisse entendre des anciens prisonniers sortir et faire des témoignages qui sont parfois très émouvants, en racontant leur sort, ce qu'ils ont subi dans ces lieux de détention de liberté. Je rappelle que le détenu, il n'a perdu qu'un seul droit, c'est le droit de mouvoir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir, aller où il veut. Mais en réalité, il conserve tous ses autres droits, et notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Il a le droit d'être soigné, d'être en bonne santé, de bien manger, et que sa dignité humaine ne soit pas bafouée, qu'il soit respecté comme un être humain. Et nous pensons que tout cela peut arriver si les conditions de détention sont les conditions qui respectent les normes au niveau standard. Et voilà ce qu'on appelle, ce que les Nations Unies ont appelé les règles Nelson Mandela. Alors, 4 personnes ont perdu la vie en détention à Thiès, à Saint-Louis et à Mbacké, et enfin dans les locaux de la DSCOS à Tambacounda. Vous le disiez tantôt, en l'espace seulement de 2 mois. Qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous? Oui, je pense que parfois c'est souvent de la négligence et souvent aussi c'est des conditions qui sont difficiles. Vous pouvez comprendre carrément pour quelqu'un qui a 80 ans quand même, il y a certaines conditions qu'il ne va pas supporter en prison. Donc moi je pense qu'il faut pallier à cela avec les peines alternatives pour ne pas remplir nos prisons avec des personnes qui sont là en train d'attendre leur sort. Donc je pense que pour désengorger, serait mieux de privilégier cette politique-là, de laisser les gens en garde à vue chez eux ou de leur donner des bracelets électroniques pour éviter justement des choses de ce genre puissent arriver. La deuxième chose aussi, c'est nous avons fait récemment un atelier avec la direction des gardes pénitentiaires pour pouvoir justement revenir sur les conditions
Et nous savons que dans ces conditions-là, même si l'État a fait des efforts, il faut le reconnaître, il reste encore beaucoup à faire dès l'instant où on n'est pas encore parvenu à respecter les normes au niveau international. Je rappelle, bon, la prison, c'est pas un hôtel à 3 étoiles ou à 4 étoiles, mais quand même, il y a un minimum pour que la dignité humaine soit respectée. Donc, je pense que si les conditions sont réunies, je pense qu'on peut enregistrer moins de morts comme ça subitement et puis voilà, à l'espace de 2 mois, quand même ça c'est beaucoup. Cependant, très souvent, il n'y a pas de suivi concernant les enquêtes. Quelle est réellement la solution face à ce fléau? Alors ça remet en cause l'état de droit. Vous savez, tout le monde est soumis au droit et à la loi. Et donc, que vous soyez président de la République, fils de président, premier ministre, qui que vous soyez, malgré votre pouvoir que vous détenez, c'est la même chose que celui qui est détenu au camp pénal ou ailleurs, parce que tout simplement, nous sommes égaux en égale dignité devant la loi. Et ce qui fait que si quelqu'un vraiment viole la loi, ce qui est normal, c'est que cette personne soit sanctionnée. Mais si vous regardez dans l'histoire du Sénégal, peu sont les hommes de tenue, en tout cas, qui ont été condamnés, connus parce qu'il y a eu des scandales ou bien il y a eu des morts d'hommes dans des lieux de détention. C'est très rare. Donc, le plus souvent, des enquêtes ou bien des commissions qui sont mises en place ne parviennent pas à nous donner des résultats escomptés. C'est valable pour les étudiants. Chaque fois qu'il y a mort d'un étudiant, on nous dit l'enquête est diligentée. Mais à la limite, après, c'est des oubliettes et puis ça recommence. Donc, je pense que pour vraiment respecter l'état de droit, nous devons faire de sorte que tout le monde soit soumis à la loi et au droit et que même si vous êtes un homme de tenue, si vous avez commis un crime, il faudrait que vous puissiez payer pour ça ou un délit, que vous soyez sanctionné pour ça. Mais qu'est-ce que la LSDH a pu faire dans ce sens? Voilà, nous, toujours, ce qu'on fait, c'est d'abord s'approcher des familles, des victimes, pour les écouter, et puis se mettre à leur service s'ils le demandent, puisque le plus souvent aussi, nous ne pouvons pas entamer certaines procédures sans l'aval des familles concernées. Et donc, d'abord, on compatit à la douleur en leur présentant nos sincères condoléances et puis restons disponibles surtout pour de l'accompagnement sur le plan judiciaire. Mais en tant que défenseur des droits de l'homme, comment trouvez-vous également les salaires dérisoires des jeunes médecins et pharmaciens qui sont obligés de s'exiler? Oui, ça, il faut le déplorer. Je pense que ce n'est pas une chose nouvelle. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on parlait de fuite des cerveaux, on parlait aussi de l'événement de l'immigration choisie, où on nous retirait nos meilleurs, en tout cas, Sénégalais bien remplis de connaissances, alors qu'ils peuvent servir le pays. Évidemment, ça, c'est une politique que l'État doit promouvoir, c'est-à-dire privilégier les ressources humaines que nous avons avant de laisser peut-être dans certains domaines d'autres, des étrangers venir occuper ces places-là. Comment pouvez-vous comprendre que la plupart de nos patients ici, pour certaines maladies, ils sont obligés d'aller au Maroc ou en Tunisie, dans les pays maghrébins pour pouvoir se soigner, alors que ces derniers-là ont été formés ici à l'université Cheikh Anta Diop. Donc vraiment, c'est aberrant. Moi, je me rappelle, l'ancien régime avait parlé de prendre des mesures pour remédier à cela, mais apparemment, voilà, rien n'a changé et je pense que le nouveau régime qui est là ne devrait ménager aucun effort pour régler cette situation-là. Évidemment, l'individu qui a passé beaucoup d'années d'études universitaires, sanctionné par, disons, une maîtrise
et qui est devenu médecin en prêtant serment, je pense que il mérite quand même un salaire qui répond par rapport à ses critères de compétences, mais également à ses études. Et donc pour cela, c'est l'État qui doit faire des efforts. Maintenant, on peut comprendre, on est dans une période de conjoncture où tout le monde doit serrer, mais quand même, au moins, s'il y a des engagements de l'État, même si c'est pour dans quelques mois ou peut-être maximum dans une année, qui peuvent avoir en tout cas des augmentations de salaire dignes de ce nom, je pense que ce serait négociable. Mais c'est regrettable que de voir nos ressources humaines quitter le pays pour aller servir ailleurs. C'est pas mauvais d'aller servir ailleurs en termes d'expérience, en termes d'échange, oui. mais pour des raisons de salaire dérisoire, ça quand même c'est regrettable. Et je pense que l'État fera quelque chose, je l'espère bien. Et puis quand on parle de médecine, il s'agit des années d'études. Est-ce qu'ils ne méritent pas mieux, bien sûr, que ces salaires-là? Absolument, parce que comme vous le savez, quand vous regardez tous les départements au niveau de l'université, c'est les études de médecine qui tirent plus en longueur, minimum 8 années. Oui, et si vous voulez faire des spécialisations, ça vous prendra encore une dizaine à quinzaine d'années. Si vous allez vers l'agrégation, vous en avez encore plus. Donc je pense que ces derniers méritent quand même des salaires dignes. Moi, quand j'entends des PDG qui se tapent plus de 15 millions de salaires, et alors que le médecin ne peut pas l'avoir, ça pose énormément de problèmes. Parce que c'est pas comparable. Le médecin, il sauve des vies humaines. Et donc, c'est vraiment une profession noble, mais qui demande également que ce soit accompagné pour une motivation qui fera que la personne puisse absolument bien faire son travail et rester dans son pays servir à ses concitoyens. Quel est donc le message que vous avez à lancer au gouvernement face à ces situations-là? Oui, je pense que tout retourne aux questions de droits humains, puisque même la personne qui n'est pas bien rémunérée dans son travail, c'est un droit aussi qui va dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, puisque toute personne mérite salaire par rapport aux compétences qui est valorisée à travers ce qu'il donne pour son employeur. Et donc, je pense que l'appel, c'est de dire à l'État de penser au respect des droits humains sur le plan du travail. Donc, je pense que l'inspection du travail aussi doit faire jouer son rôle pour s'assurer que les travailleurs reçoivent ce qu'ils doivent recevoir selon leurs compétences. En tout cas, merci Denis Ndour d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous en prie. Merci.